Citadel, l'émission gaming et technologie de Redline Radio. Mais comme on se réjouit de se retrouver dans ce studio pour la dernière déjà de la saison de Citadel, on a la chance de recevoir des invités absolument incroyables que je laisserai bien sûr notre Munchkin national présenter. J'espère que vous allez tous bien ici autour de la table, n'est-ce pas mon cher Munchkin? Mais on va extrêmement bien. Bonjour à vous tous, toutes à toutes qui nous écoutez et nous regardez actuellement. Donc on a aujourd'hui la délicieuse Yo-Yo qui nous accompagne tous les jours depuis qu'on a créé l'émission. Et on a également aussi Fred et Sam qui viennent de la part du studio Damadama Games, qui sont nos invités de la soirée. Donc, bienvenue à vous. Merci. Du coup, pour déjà commencer, on va pas se présenter tout de suite. On va, je pense, directement sauter sur les news qu'on voudrait aborder aujourd'hui. On va surtout s'intéresser à l'E3, donc l'événement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Donc on va faire un bon résumé de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé, et on va ensuite présenter nos invités. Donc tout de suite, ça sera les news. Le Flash Info. Parfait, donc du coup on revient sur l'E3. Donc pour ceux qui étaient au fond de la classe et qui n'ont pas suivi l'actualité, il y a eu donc il y a du 12 au 16 juin, la 26e édition de l'Electronic Entertainment Expo, ou plus communément appelé l'E3. Donc pour rappeler, c'est un événement qui jusqu'en 2017 était uniquement réservé à l'industrie du jeu vidéo et de l'électronique. Donc à part si tu étais journaliste ou que tu travaillais dans l'industrie, tu pouvais pas y accéder. Maintenant, ça fait pas très longtemps que le public peut y accéder eux-mêmes avec un prix, donc un billet qui est super cher, et il faut encore inclure le vol à Los Angeles en avion, donc tout à fait abordable. Mais maintenant, on peut tous y accéder. Et puis forcément, à cause du Covid, cette année, ça n'a pas été possible. Donc ils ont pu faire un événement entièrement en ligne, sur Internet, qui était du coup gratuit, heureusement. Et on a pu suivre toute la conférence Twitch, du coup, en live. Donc je ne sais pas si vous avez suivi l'E3 cette année ou pas du tout. Pas plus que ça pour moi me concernant. Non, moi non plus, pas en direct. Pas en direct? Non. Moi j'ai regardé ça en direct, mais j'étais pas très attentif. J'ai regardé tout le déroulement de l'E3 et puis il y avait pas mal de choses à voir. Pas mal de choses. C'est long, c'est tard. Ouais, c'est ça le problème, c'est que c'est assez tard. Bon, pas de problème. Pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui sont rattrapés vers la fin, je vous fais un petit résumé rapide des annonces. Ouais, mais là, c'est ça, on comptait sur toi. Voilà. Merci, je suis toujours là. Du coup, on va commencer avec la conférence Ubisoft. Donc, il y a eu un Ubisoft Forward, ça s'appelle. Et ça a été un joli bal d'annonces. Étonnamment, ça a été une assez grosse conférence par rapport aux autres. Donc, ils ont commencé déjà avec Far Cry 6, donc le nouveau jeu qui va sortir de la série. Il se passera du coup dans un pays qui ressemble proche à Cuba, et qui du coup devra faire tomber une dictature locale, donc comme dans tous les Far Cry. On a pu voir des nouvelles images, des nouveaux véhicules, du gameplay, également des nouvelles armes. Il y a un super pistolet qui lance des CD de la Macarena. Donc il y a la musique en fond quand on tire avec les CD, c'est à mourir de rire. Mais aussi ils ont annoncé des DLC. Et c'est des DLC assez intéressants car on pourra incarner en fait les 3 anciens antagonistes de Far Cry 3, 4 et 5, donc Vaas, Pagan et puis Joseph. Donc, je sais pas si vous avez joué au Far Cry, mais pour les fans, incarner les tyrans, se mettre à leur place dans leur esprit et puis en découvrir plus sur leur passé et leur histoire. On a aussi également eu des nouveaux DLC pour Assassin's Creed Valhalla, ça je te tourne l'info Yo-Yo. Du coup, ça sera ça s'appellera le Siège de Paris, Et donc, ça succède au premier DLC qui s'appelle La Colère des Druides. On arrivera donc à l'époque de Charles III, dit le Gros, lorsqu'il régnait sur toute la Francie aux alentours de l'an 880, Donc, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec le Moyen-Âge français. Mais... Alors, si jamais la série Viking, il parle un petit peu de ça, puis c'est un peu sur une chaîne payante, si jamais, voilà, vous pouvez être un petit peu renseigné par rapport à ça. Donc on sera en plein dans ce moment-là. Sinon, dans les annonces, qui n'est pas des moindres à mon avis, Mario et les lapins crétins revient dans une nouvelle aventure cosmique. Youpi. Donc c'est Sparks of Hope. Donc je sais pas si vous avez joué au premier, mais du coup cette fois ça sera un voyage à travers la galaxie. On incarnera Harmony de Mario et aussi des nouveaux méchants viendront prendre place dans l'histoire. Les mécaniques de jeu vont évoluer pour devenir plus fluides et ils vont éliminer, donc je sais pas si vous avez joué au jeu, mais le damier. C'était un jeu de stratégie donc tour par tour et puis il y aura plus de damier, ce sera un peu plus ouvert. Un peu plus dynamique. Et sinon, comme une grosse annonce de Rainbow,
Rainbow Six Extraction. Donc et maintenant ils se sont dit ils vont enfin, ça fait longtemps qu'on en parle, longtemps qu'il y a eu des rumeurs, et ils montrent enfin le bout de son nez. Donc ce sera un jeu de survie en coop jusqu'à 3 joueurs, où il faudra survivre à des zones infestées par les extraterrestres. Donc le jeu sortira le 16 septembre, ça paraît prometteur, ce sera un jeu en coop qu'à 3 joueurs, donc à voir comment il sera, c'est pour cette année en tout cas. J'avais cru comprendre qu'il devait s'appeler Quarantine. Exactement. Ouais. Ouais, c'était le nom de code de base et puis ils l'ont changé à la fin. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est pas du tout pourquoi. Sandy. Oui, ça donnait pas bien. Peut-être à cause du contexte, peut-être. Possible, hein. Non, et sinon, dans les nouveaux jeux, apparemment ils ont annoncé une sorte de nouveau SSX, un successeur, qui s'appellera Riders. Riders Republic. Et ce sera donc un jeu où vous pourrez jouer, en plus du snowboard et du ski, des BMX, des wingsuits et encore des Rocket Wings. Donc les Rocket Wings, c'est une sorte c'est une aile un peu parachute celle que vous prenez sur votre dos et vous êtes sur une planche de surf. Et voilà, c'est un Rocket Wing. J'ai dû me renseigner pour savoir ce que c'était, je ne connaissais pas du tout. Donc ce sera un jeu multijoueur en ligne, vous pourrez gérer votre carrière et jouer contre d'autres joueurs. Donc pourquoi pas, c'est un peu nouveau. Et puis pour finir, je pense que c'est le jeu que tout le monde attendait, il y a un nouveau Just Dance qui sort. Au cas où vous êtes fan de la licence, bah voilà, il y a le 22e qui sort, je sais pas quand est-ce que c'est sorti. Et sinon, il y a Rainbow Six Siege qui débarque sur Stadia. Bon voilà, je sais pas si vous avez entendu parler de Stadia, cette console de Google un peu abandonnée, mais qui existe toujours en fait, elle a pas fermé. Donc voilà, c'est en gros les news d'Ubisoft. Intéressant, pas vraiment, on verra quoi. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais c'est des jeux qui vous intéressent plus que d'autres. Mais... Alors, le DLC de Valhalla, oui, surtout que la colère des druides, ça a déjà été téléchargé, du coup, droit derrière, il y a déjà le prochain, ça va faire beaucoup. Hein, au niveau heure de jeu, ça va être super. Et puis, donc, j'imagine que ça se passe à Paris. Apparemment. Ouais. C'est pas la première fois qu'il y a un Assassin's Creed qui revient dans un endroit où il y a déjà eu un autre Assassin's Creed. J'ai un doute, parce que je crois que dans la série Ezio, là, le 2, 3, 4, enfin le 2,5, 2, 3 quarts, je crois qu'il revient à Rome, ou revient plusieurs fois à Milan, je crois. Mais sinon, effectivement, c'est une des premières fois qu'ils reviennent. Mais là, ils changent d'époque carrément, donc ça sera pas la même chose. Et sinon, donc, pour sauter Ubisoft, on va passer directement à Xbox et Bethesda. Personnellement, je trouve que c'était une des conférences les plus intéressantes, parce que je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup annoncé. Et il faut savoir que presque tous les jeux que je vais vous parler maintenant, ils seront disponibles avec le Game Pass. Donc le Game Pass, c'est l'abonnement Netflix, si je peux appeler ça comme ça, pardon pour le placement de nom. Vraiment l'abonnement à 15 francs par mois qui permet de jouer à tous les jeux de la licence Xbox. Il y en a plus de 300 actuellement. Et apparemment, vraiment, ils ont décidé que tous les jeux qui allaient sortir, tous les nouveaux, ils seront directement inclus dans le Game Pass. Donc ça devient vraiment une offre intéressante pour ceux qui hésitaient à le prendre. Donc le premier gros jeu qui a été annoncé, c'était Starfield. Apparemment, ça va être le RPG spatial de Microsoft. Malheureusement, on n'a vu que des petites vidéos magnifiques de Cosmos en animation 3D, voilà, mais pas plus d'informations sur le jeu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il sera disponible à partir de l'année prochaine, en novembre. Donc voilà, plus qu'à voir qu'est-ce qu'ils vont annoncer de plus que ça. Pour les fans de Left 4 Dead, je sais pas si ça t'intéresse, Fred. Ouais, vas-y. Ils ont apparemment montré des nouvelles images d'un nouveau jeu qui s'appelle Back 4 Blood. Ah mais c'est celui avec les vampires là. Voilà, je crois. Donc ils ont dit Left 4 Dead, Back 4 Blood. Ils aiment bien les jeux de mots avec les 4. Mais il sera du coup disponible le 12 octobre de cette année. Et il sera évidemment dans le Game Pass également. Ok. Nous avons aussi eu des images d'un jeu 100% Xbox Studio qui serait du coup un jeu nommé Contrebande, mais est développé par Avalanche Studio. Mais à part des images d'une salle, d'un bureau en mezzanine et d'un garage en dessous avec un mec couché dessous, aucune information sur le jeu, c'était juste une vidéo de présentation de rien. Donc voilà, on sait pas du tout ce qui va se passer dans ce jeu, on sait pas quel est le contexte. Apparemment c'était du braquage de je ne sais trop quoi, mais on sait pas. J'imagine de contrebande, on verra bien. Sinon, pour les fans de piraterie, Sea of Thieves verra en fait l'arrivée d'un personnage assez important. Le seul et l'unique, Jack Sparrow, débarque dans Sea of Thieves, avec du coup le Black Pearl, le Davy Jones et tous les personnages assez connus, iconiques de la série. Du coup, ils viennent avec une quête exclusive dans le jeu. Et il fallait s'y attendre, mais c'est une belle surprise. Franchement, c'est assez chouette qu'ils aient fait une collaboration comme ça. Sinon, il y a également la quasi-totalité de la série Yakuza, qui est disponible sur le Game Pass. Et ils ont également inclus justement Like a Dragon, qui est du coup le dernier de la série. Donc c'est un jeu qui paraît très sérieux.
mais qui est complètement débile, mais ça paraît très sérieux. Ça s'appelle Yakuza, on croit que c'est un truc de mafieux, et c'est un truc de mafieux, mais c'est très débile à côté. Donc si franchement vous avez l'occasion de mettre la main dessus, essayez, c'est drôle, et c'est une belle surprise aussi. Sinon, on a forcément un nouveau FPS, et ça ne sera pas un Call of Duty, ça sera un Battlefield. Donc ça s'appellera Battlefield 2042, et cette fois on arrête les voyages. Donc ils ont fait la dernière fois Première Guerre mondiale, ensuite Deuxième Guerre mondiale, Call of Duty a fait la guerre froide. Maintenant on va dans le futur, hein, 2042. Bon 20 ans, voilà, mais c'est quand même le futur. Hein. Du coup apparemment il y aura des armes plus futuristiques, des voitures aussi. Et apparemment il y aura beaucoup de verticalité, donc quand on voit comment les immeubles se font défoncer et détruire, c'est assez impressionnant. Donc à voir comment ça donnera, mais je pense que ça deviendra un vrai champ de bataille. Donc à voir pour la suite quoi. Je suis pas un grand fan des FPS personnellement, je suis pas un grand joueur de multijoueur, mais pour les fans je pense que ça risque de plaire. Sinon on a donc Psychonauts 2. Ça pour les vieux de la vieille, Psychonauts c'est un jeu qui est sorti sur la Xbox et sur PlayStation 2, donc première génération d'Xbox, et c'était en 2005. Donc c'était une suite du jeu, personne s'y attendait, mais c'était un platformer. J'ai pas envie de dire la Ratchet & Clank, mais dans cet aspect-là, un platformer 3D, une aventure assez simple. Et du coup, il y a une suite. Il était bien accueilli par la critique à l'époque où il est sorti. Donc, on verra bien comment il donne. Sinon, Halo Infinite. Donc, Halo, tout le monde connaît, je pense, la série. Bah, ils ont annoncé qu'ils allaient enfin faire ce mode multijoueur en ligne d'Halo. Tout le monde était fan de Halo, je crois que c'était le 2 ou le 3, qui avait un super mode multi en ligne à l'époque. Sur le Xbox Live, je crois. Et maintenant, ils ont enfin montré des images, et puis normalement, il sera disponible à la fin de l'année 2021. À voir s'ils vont garder le truc. Sinon, on a comment on appelle ça, du recyclage. Du vrai recyclage, parce que Diablo 2, Resurrected, va sortir et va être remasterisé, dépoussiéré, si je veux me dire. Parce que, pour info, elle est sortie en 2000. Donc, ça pique. Et je pense que faire tourner un jeu de 2000 sur un ordinateur maintenant, il n'y a pas besoin d'avoir une RTX 3600 ou 3800 pour la faire tourner. Il faut avoir une carte graphique qui supporte DirectX 2. Je pense qu'une calculatrice, ça y va. Mais du coup, ils l'ont refait entièrement. Il est beau, il est plus jouable apparemment. J'espère qu'ils ont changé les mécaniques parce que l'ancien, c'était quand même assez basique. Mais voilà, il a été mis au goût du jour. C'est pas juste une refonte graphique. Sinon, pour les fans de monde post-apocalyptique et de Russie, on a un jeu qui s'appelle Atomic Heart qui vient sortir et c'est un vrai doux mélange entre Fallout, Cyberpunk et puis faut juste saupoudrer un peu de pop russe et puis on a vraiment un jeu de... Avec ou sans les bugs? Non, je sais pas. Mais le trailer, il parle vraiment comme ça, donc on voit que c'est un jeu post-apocalyptique mais quand même un peu plus futuriste. Et c'est assez drôle, le trailer, il faut le regarder parce qu'il y a vraiment de la musique pop en russe derrière et ça mourir de rire. Mais le jeu, il a l'air vraiment chouette et c'est à la première personne. Les Russes, ils font de la pop? Ah, tu serais étonné. Sinon, il y a un indémodable du genre, mais Age of Empires 4 sortira enfin. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Le 28 octobre, donc de cette année. Et il sera inclus dans le Game Pass, pour ceux qui veulent avoir le Game Pass, sur PC. Donc il y aura 8 civilisations et plus de 30 missions. Donc moi je suis un grand fan du genre, j'ai beaucoup joué quand j'étais gosse et puis je joue encore au 3. Donc c'est vrai que le 4, j'avoue que je l'attends avec impatience. Je pense que même le mode en ligne doit être assez cool à jouer avec d'autres personnes. Sinon, je pense que c'est la plus grosse claque graphique ou du moins performance de la conférence de Xbox. C'est Forza Horizon 5. Je suis pas un grand fan de jeux de voiture, mais ils ont sorti un trailer vraiment impressionnant. Il se débarquera du coup en octobre 2021 et se déroulera au Mexique. Et donc le 4, pour rappel, il était en Angleterre. Maintenant, on sera au Mexique. Et c'est assez impressionnant parce que dans le trailer, on voit un plan où on est en train de filmer, je sais pas, de la végétation, de la nature. Et la caméra, elle tourne et en fait, on rentre directement dans le jeu. Et à aucun moment, il y a un changement de qualité. C'est là, ils ont vraiment juste bougé la caméra le temps de lancer le jeu. Et le jeu, il a une qualité graphique impressionnante. Donc, je vous pousse aussi à aller voir le trailer, c'est vraiment, vraiment dingue. Donc j'ai hâte de voir, je pense que ça va être un vrai jeu next-gen. Ils ont souvent été assez beaux en fait, les jeux de voiture. Moi je suis comme toi, j'y joue pas énormément, mais c'est vrai que souvent ils sont assez pointins. Ils donnent pas mal, ouais. Surtout vu que... en fait, il y a ce lien historique entre la qualité graphique et puis les jeux de bagnole. Je pense qu'en même temps, vu que concrètement on voit que ça,
et qu'il y a la sensation de vitesse aussi qui est dedans. C'est vrai. Je pense qu'ils sont obligés de C'est vrai que c'est des poser jeux de à fond sur sensation. le graphisme. Ouais. C'est ça. C'est pas Donc, faux. si tu veux un peu de réalisme, il faut qu'ils soient à fond dans le détail. Quoi. Ouais, bah, Mario Kart. Ah oui, C'est tout sur l'immersion. Hein. Sinon, ça marche qualité graphique. C'est ça. Et sinon, Microsoft était fier de nous présenter son nouveau bébé qui va sortir de ses propres écuries. Il s'appelle Redfall. Et ça va être apparemment un jeu où on devra combattre non pas des zombies, mais des vampires. Donc ça s'appellera Redfall. Et le seul truc qu'on a vu, c'était un superbe trailer qui présente les 4 personnages apparemment du jeu. Mais concrètement, c'était plutôt un film d'animation de 5-6 minutes. Mais on n'a pas vu d'image de gameplay. Ouais, c'est celui-là qui ressemble à Left 4 Dead. En fait. Alors peut-être c'est celui-là, ouais. Ouais, peut-être que j'en sais confondu. pinceau. Pas de soucis. Non, mais pas note qu'entre un jeu auquel on n'a pas joué et un autre jeu auquel on n'a pas joué, je pense C'est que c'est encore difficile. autorisé d'éventuellement mélanger un peu. T'inquiète, je t'en veux pas. Non, mais du coup, à voir ce qu'il va donner, parce qu'apparemment, ils mettent beaucoup d'espoir dans ce jeu. Ça va être une nouvelle licence, donc un truc apparemment qui est assez nouveau. Et apparemment, ça se passe un peu dans le futur. C'est pas quelque chose en moyenâgeux où ils combattent des chevaliers et des vampires. Non, ça va être vraiment à la cyberpunk. On espère pas, pas comme on les connaît là récemment. Donc à voir. Malheureusement, il va falloir attendre l'été 2022 pour avoir plus d'informations. Pour l'instant, on est dans l'attente. Et sinon, je vais finir ce tour d'horizon de l'E3 avec Nintendo. Personnellement, je suis un grand fan de Nintendo et j'ai trouvé un peu décevant la conférence. J'ai trouvé que c'était un peu du recyclage et pas grand-chose, mais voilà, vous me direz. Parce que la conférence, donc, elle a commencé avec un nouveau combattant pour Super Smash Bros. Kazuya de Tekken. Je pense que vous avez tous joué à la licence Tekken sur PlayStation 1, 2, 3, 4. Et du coup, c'est assez chouette qu'il arrive. C'est presque assez évident vu qu'on a eu Fatal Fury et qu'on a eu Street Fighter. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait Tekken. Mais c'est lequel Kazuya ? C'est celui qui a des gants rouges et qui est toujours à torse nu avec un pantalon noir et puis qui a des cheveux un peu à Dragon Ball Z. Non ? Alors peut-être qu'avec des pixels sur PlayStation 1. C'est un peu difficile. Ouais. Voilà. Non, mais du coup, il va venir et il vient avec toute sa palette de techniques. Donc c'est un personnage qui sera beaucoup plus complet que les autres personnages de Super Smash Bros. Et je pense un peu plus difficile, comme justement les autres personnages qu'il y a des jeux de combat dans la série. Sinon, il y a eu pas mal de portages, dont Life is Strange True Color, qui est le nouveau jeu de la série, qui sortira le 10 septembre du coup. Et il y aura aussi la Remastered Collection de Life is Strange. Je sais pas si vous avez joué au jeu. Oui. Apparemment, ils vont ressortir la collection sur la Switch aussi. Super jeu, mais quand on veut être tranquille, quoi. Oui. Après, pourquoi pas. Les sons, ils sont super, par contre, mais un peu... C'est l'impression que c'est plus c'est une narration dans Oui, laquelle plus tu pour joues passer dedans, le quoi. temps, tranquille. C'est ça. Mais du coup, il va sortir. Sinon, il y a le tant attendu Marvel's Guardian of the Galaxy. Donc, je pense que vous avez entendu parler de l'ancien Marvel Avengers qui est sorti il y a quelques années et qui était un gros bide. Ça, il faut le dire, malheureusement. Qui a vraiment pas marché. Et à la surprise générale, ils sortent du coup une suite. Et en plus, elle arrivera sur Switch. Ce qui est assez intéressant du coup pour la version, pour la partie technique, c'est qu'il sera du coup pas natif sur la Switch. Forcément, il n'arrivera pas à tourner un tel jeu. Du coup, il sera en cloud. Donc la Switch jouera entièrement en cloud au jeu. Donc si vous voulez jouer avec votre console partout où vous voulez, il va falloir une connexion internet quand même, sinon vous ne pourrez pas jouer au jeu. Mais il y a des jeux Switch qui font ça déjà ou ce sera le premier ? Il y en a quelques-uns qui font, mais un si gros jeu, je crois pas encore. Je suis pas sûr, je me lance pas dedans, mais je sais que ça a commencé à être le cas. Donc voilà, ça prouve que la Switch peut le faire. Donc, ouais, en tout cas que la Switch vend des jeux pour le faire, qui peuvent. Ils ont osé. Non, mais tu parlais de Stadia. Bon. Enfin, moi, je me rappelle des débuts de Stadia, c'était pas la fête. Hein. Ouais. Et sinon, on a un retour un peu surprenant, mais pas tant, de la franchise Super Monkey Ball. Donc, il y a une suite qui s'appelle Banana Mania. Et ça va être une compilation des 2 premiers épisodes remasterisés. Donc voilà, pour ceux qui ont joué au jeu. Moi, j'y ai joué une fois, je crois que c'était sur Born Arcade. Et sinon, j'ai jamais joué. Donc voilà. Et sinon, il y a un nouveau Mario Party. Donc, il y en a déjà eu un qui est sorti sur Switch il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est pas vraiment un nouveau Mario Party, c'est plutôt une compilation de remasterisés, forcément de 100 jeux issus des anciens épisodes. Donc voilà, quand je dis qu'il y a eu beaucoup de reports et de remasterisations cette année, c'était un peu le cas. Ça fait partie des nombreux jeux où c'était remasterisé.
Mais voilà, c'est une compilation des best-of des jeux et ainsi que des niveaux et des terrains. Et il sortira du coup le 29 octobre. Sinon, pour les fans de la série Metroid, sachez qu'il n'y a rien à voir avec Metroid Prime 4. Malheureusement, il n'y a rien qui est annoncé. Ils ont juste dit que oui, on travaille dessus, mais non, on ne vous donne pas de date. Apparemment, dans l'histoire, je crois que le jeu a été entièrement recommencé à zéro à un moment du développement. Donc je crois qu'on pourra pouvoir se gratter encore un moment avant de le voir. Mais sinon, il y a Metroid Dread qui est sorti, qui sera du coup un épisode 2D, qui se déroulera après Metroid Fusion. Donc pour les fans, ils verront de quoi je parle. Et ça sera plutôt un jeu un peu de survie. On aura une espèce de monstre qui te suivra constamment dans les niveaux. Du coup, il va falloir un peu survivre à ce monstre. Sinon, il y a Dragon Ball Kakarot, donc le jeu qui est sorti sur Xbox PlayStation il y a que, je dirais, 2 ans, 3 ans déjà. Bah, il arrive sur Switch. Donc on est assez étonné qu'ils aient réussi à l'optimiser, mais il arrive. Le 24 septembre aussi. Sinon, on a un jeu assez surprenant, mais qui rappelle de mon côté des bons souvenirs. C'est WarioWare. Donc je sais pas si vous connaissez ce jeu grotesque, mais du coup il va sortir un jeu qui s'appelle Get It Together, pardon. Et bah forcément c'est des jeux débiles qui vont fuser aussi vite que l'éclair, et puis ça proposera des modes multijoueurs, donc en fait on devra faire les jeux en 2 joueurs en même temps. Donc je sais pas si vous avez joué au jeu, mais concrètement c'est plein de mini-jeux qui durent 5 à 6 secondes maximum, puis en gros c'est des trucs où on a un doigt, il faut viser le nez d'un nez qui vole, ou faut éviter des... Voilà, c'est des choses assez débiles, mais c'est méga marrant et c'est très très court les jeux. C'est à 6 secondes pour faire une action et on te dit juste genre bouge, et c'est tout. T'as 6 secondes pour réaliser ce que tu dois faire et après tu gagnes ou tu perds le jeu. Voilà, du coup ça sort bientôt. Sinon, on a une belle surprise pour ceux qui ont joué à Battalion Wars ou à Advance Wars sur Game Boy Advance. Ils vont faire un remaster, encore une fois, du 1 et du 2 sur la Switch et il sortira le 3 décembre. Donc c'est un super jeu de stratégie qui était du coup un peu old school à l'époque. Maintenant ils l'ont remasterisé, je sais pas comment ils l'ont adapté pour la Switch, mais concrètement je pense que ça va être resté foncièrement pareil. Jeu de stratégie sur la Switch ? Ouais. Ok. Ouais, justement, ça va être vraiment un jeu de strat. C'était déjà sur Game Boy Advance, donc ça se porte bien sur la Switch, quoi. Mais il se joue avec parce que la Switch a un écran tactile en fait, que Oui. genre aucun jeu n'utilise. Ouais, voilà, exactement. Mais ça se joue avec ça ou ça se joue Non. avec les... Ça se jouera avec les manettes. Ouais. Donc, je sais pas comment ça va jouer, mais déjà dans le jeu de base sur Game Boy Advance, bah, c'était flèche et carré. Enfin, c'était avec les flèches, il fallait diriger sur un plateau. C'était aussi de nouveau un damier, placer tes unités et puis attaquer au tour par tour. Ok. Bon voilà, il va sortir bientôt. Mais sinon, on s'en fout de tout ça, parce qu'au final, tout ce qu'on veut, c'est du Zelda. Et bah Zelda, cette année, figurez-vous qu'il fête ses 35 ans. Et bof. Malheureusement, on n'a pas reçu grand-chose personnellement pour les fans de la série. On a effectivement un DLC pour Hyrule Warriors, qui est un très bon jeu, soit dit en passant. Donc ils ont annoncé le prochain DLC, celui qui va sortir à la fin de l'année aussi. Et sinon, on a une vidéo de Skyward Sword, donc le remaster de la version HD qui était sur Wii. Et ça, du coup, on a pu voir des vidéos, mais sans plus. Et sinon, pour les fans hardcore qui avaient enfin envie de pouvoir dépenser de l'argent dans du merchandising argenté et vert, eh ben, ils vont sortir une Game & Watch Zelda. Donc il y a quelques années, ils ont sorti une Game & Watch Mario, avec 3 jeux Mario compilés dedans. Donc c'est la classique Game & Watch, cette petite console portable. Ils vont la refaire aussi pour Zelda. Cette fois, il y aura Zelda 1, Zelda 2 et Link's Awakening dedans. Donc c'est une chouette compile, c'est mieux que ce qu'il y avait sur Mario, parce que c'est 3 gros jeux vraiment. Et va sortir du coup à la fin de l'année. Pour quel prix? J'imagine 60 à 80 francs comme était sorti l'autre Game & Watch, dans ces eaux-là. Et sinon, on attendait forcément Breath of the Wild 2, et on a enfin pu voir du gameplay. Quelques images de gameplay assez intéressantes, pour pouvoir un peu plus comprendre qu'est-ce qui allait se passer. Apparemment, le jeu sera plus dans le ciel que l'était le premier. Mais malheureusement, on attend toujours, et on sait juste que ça sortira en 2022. Mais je pense que cette date n'est pas gravée dans le marbre. À mon avis, ça va prendre un peu plus de temps. Donc voilà, c'était pour le tour des jeux de l'E3. Maintenant, je vais passer à nos invités pour présenter Damadama Games. Du coup, messieurs, Fred, Sam, bienvenue. Merci d'être là. Ça fait plaisir de vous avoir ici. Ouais, bah merci de l'invite. Hein. Ça fait plaisir. C'est normal, aussi. hein. C'est un plaisir. Et puis du coup, donc vous êtes ici et moi je voulais que vous parliez un peu de votre studio déjà. Comment il est né, d'où il sort, puis comment vous vous connaissez dans l'équipe. Savoir Je te un laisse peu. la parole ou bien Ouais. Alors, comment il est né, d'où il sort, c'est un peu graphique comme question. Non, écoute.
En fait, c'est essentiellement donc un groupe de potes. On se connaissait depuis un petit moment. On avait déjà fait d'autres projets ensemble, mais rien de professionnel. Et puis, à un moment donné, on s'est dit que c'était l'occasion peut-être une fois de se lancer pour quelque chose d'un petit peu plus conséquent, sur un petit peu plus long terme, et puis de faire quelque chose de pro. Donc, on s'est rassemblés, on a un peu médité comment on voulait organiser tout ça, quel type de jeu on voulait faire, et puis comment on voulait se répartir les tâches. Et puis, on s'est lancé au début de l'année. Ah, au début de l'année? Ouais, enfin en mars. Ok. Ouais. Bon, ça reste le début de l'année quand même. Ouais, plutôt. Donc, voilà. Pour le coup, ça faisait combien de temps que vous prépariez ça ensemble, vu que vous avez commencé début d'année? Alors, début mars, c'est là vraiment qu'on s'est réunis pour la première fois pour commencer à discuter de comment on allait s'organiser. Donc, après, le développement n'a pas commencé du coup le 1er mars. Mais voilà, c'était ça la date du début du studio en fait. Ok. Après toute l'organisation qu'il y a eu avant, se faire les rencontres, parce que voilà, tous nos Avant, petites histoires, on c'était s'est tous rencontrés, mais comme il a expliqué, on a déjà eu des petits projets ensemble, fait des petites game jams, des trucs comme ça. Puis du coup là, on a sauté sur l'occasion. En mars, on s'est rassemblés, on a lancé un peu le projet tous ensemble, quoi. Donc, Ça, moi, je peux t'inviter à parler un peu plus proche du micro. oui, pardon. Pas de soucis. Désolé. Moi, Ça, j'ai on pas t'entend plus l'habitude. très bien. hein. T'inquiète, pas de problème. Mais ok. Mais ouais. Et du coup, maintenant, vous êtes combien dans l'équipe? 6. 6, ouais. Ouais, 6 officiellement. Officiellement. Des artistes 3D, il faut un peu de tout pour faire un jeu, de la musique, de l'écriture, du level design, du code évidemment. En l'occurrence, c'est un jeu en 3D, donc des artistes 3D. Et voilà, au final, ça fait 6 membres de Damadama. Mais du coup, vous êtes tous en Suisse? Oui et non. Oui et non. Ouais, non. En plus, c'est une équipe internationale. C'est ça, exactement. Ouais, Ouais, pardon. Damadama Excusez-moi. Incorporated. Non, écoute, on a une branche allemande. On a t'as Damadama Lausanne et puis Damadama Brême. En fait, on a un des membres de notre équipe qui est actuellement à Brême, qui y enseigne le français. En fait, donc qui est suisse, que moi c'est moi qui l'ai connu, enfin qui l'ai sollicité pour venir faire partie de l'équipe. Et c'est en Suisse que je l'avais rencontré, mais il enseigne le français à l'étranger. D'accord. Du coup, il s'occupe de quelle partie? En l'occurrence, il s'occupe de l'écriture. Pour les scénarios? Ouais, exactement. Ok. Trop bien. Et du coup, votre premier jeu, vous nous le présentez un peu? Alors ça, peut-être Sam, tu veux le présenter? Ouf, je sais pas par où commencer. En fait, le genre, déjà, peut-être pour commencer, c'est un tower defense de base. Après, c'est pas exactement un tower defense traditionnel, dans le sens où on voulait faire quelque chose de différent. Donc attaquer un angle un peu différent au niveau du gameplay, de la vue de la caméra. Enfin, il y a plein de choses qui sont un peu spécifiques aux volontés qu'on avait de faire dans le différent et pas d'essayer de surclasser quelque chose qui existait déjà. Donc voilà, je sais pas trop par où commencer. Non, tu dis que c'est un tower defense, mais Tower déjà dans le defense, style, le style se prête déjà. Enfin, moi personnellement, tower defense, je connaissais beaucoup dans bêtement les jeux Flash, tu vois, où c'était juste Exactement. genre les vue petits du ballons dessus, de etc. dessus et t'avais les Ouais. les petites tours. Exactement, typiquement le jeu avec les ballons et les singes, là, celui qui Voilà. sur Steam il marche super bien. Ça, c'est vraiment le traditionnel. T'as un chemin, t'as l'ennemi qui passe, le monstre, j'en sais rien quoi, qui passe, et du coup, tu dois le dégommer avec les tours que tu as à disposition, ou les singes en l'occurrence dans le cas de ce jeu. Mais là, du coup, c'est un axe complètement différent. On a quand même enfin, ça dépend, on est encore en train de développer évidemment. Bien Mais sûr, ouais. là, de base, on a un peu des chemins sur lesquels nos ennemis passent, et des tours pour rester dans le côté un peu traditionnel de la chose. Mais on a une caméra qui est tout autre, donc caméra de 3e personne, possibilité de jouer à 4 en écran partagé. On va évidemment travailler sur l'aspect online par la suite. Donc on va essayer de vraiment faire voilà, chacun sa caméra, tu peux faire en remote play ou alors t'achètes le jeu, et puis voilà. Donc voilà, on veut faire un peu différent, mais bon, c'est encore en développement, donc voilà. Du coup, c'est vraiment un jeu de plateau. Enfin, pardon, c'est un jeu, disons, il y a une zone à courir dans tous les sens et puis il faut construire les tours dans la zone. Exactement, ouais, c'est ça. C'est vraiment, en fait, on a rajouté un peu plus de, voilà, on a rajouté un personnage. En fait, le tower defense traditionnel, c'est plus tu es le personnage et t'interagis, tu montes tes tours. Une fois que tu as dégommé des mecs, tu gagnes des pièces, etc., etc. Là, le but, c'était vraiment d'incarner un personnage. Donc, on a pour l'instant 4 personnages qui ont leur histoire derrière, justement. Notre écrivain s'occupe de ça. Mais du coup, on incarne un de ces 4 personnages, du coup, en vue 3e personne. Et donc, on doit justement trouver la manière de construire les tours, de gérer
les ressources de manière à ce que ça se fasse vite et qu'on ne se fasse pas envahir ou déborder par les vagues qui arrivent. Donc voilà, c'est un peu la base du jeu, c'est ça, quoi. Est-ce qu'il a déjà un petit nom, ce jeu ? Oui, mais il n'est pas encore publié, le petit nom. D'accord, alors je ne vais pas vous le demander. Secret. Sujet sensible. Ça marche. Et puis du coup, petite question un peu technique, vous avez décidé de le mettre sur une plateforme précise, vous voulez jouer sur quel support ? Alors pour des raisons purement techniques, il se trouve que c'est beaucoup plus facile de développer des jeux pour PC que de les développer pour d'autres plateformes. Donc pour l'instant, on développe uniquement une version PC. Après, une fois que la version PC sera terminée, il se trouve que les moteurs de jeu que tu peux utiliser aujourd'hui souvent permettent de faire assez facilement des portages sur d'autres plateformes. Okay. Et probablement qu'on va essayer de s'y frotter ensuite, mais on va d'abord au plus simple, qui est le PC. Oui, il faudrait déjà voir qu'il fonctionne et qu'il soit terminé avant de commencer à envisager. C'est exactement ça. D'accord. On attaque les trucs simples avant de faire les trucs compliqués, parce qu'on est un peu comme ça, un peu foufou. T'as bien raison. Mais, une petite question comme ça, mais est-ce que vous aviez déjà toutes les capacités, disons, requises pour développer un jeu avant de vous lancer là-dedans ? Ou bien vous êtes en train d'apprendre sur le tas aussi pendant le développement ? Ça dépend qui, j'ai envie de dire. Non, on avait quand même une équipe qui était assez solide au niveau des compétences. Donc on avait pas mal de choses déjà acquises. Après évidemment, quel que soit le projet que tu fais, même si tu en as déjà fait 200 avant, tu continues d'apprendre. Mais on avait quand même des gens qui avaient déjà travaillé de façon professionnelle dans ce domaine-là, qui avaient vendu le fruit de leur travail, disons, et qui en vivent purement et simplement. Donc non, quand même un niveau assez pro. Après, c'est vrai que dans l'équipe, il y a un aspect qu'on maîtrisait absolument pas. En fait, c'est tout ce qui est communication et marketing et relations publiques. Et ça, c'est vrai que c'est un exercice intéressant. On a décidé d'essayer de le faire nous-mêmes. Et c'est un petit challenge en soi, parce que c'est un métier. Et donc, c'est tout un challenge d'essayer de le faire soi-même. Mais voilà, c'était le parti pris qu'on a décidé d'adopter au début, c'était de faire ça nous-mêmes. Ouais. Mais courageux. Pour le coup. On va voir. Mais il y a un célèbre guitariste qui a dit, mais si tu trouves pas l'outil dont tu as besoin, construis-le. Et puis ça, nous, ici chez Redline Radio, ça nous parle beaucoup aussi, ce genre de truc, parce que tout ce qui nous entoure, c'est nous qu'on l'a construit. Et puis c'est ce qui est parfaitement à notre image. Et puis donc je comprends tout à fait en tout cas votre démarche, et je trouve ça hyper courageux et puis hyper cool en fin de compte. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu par définition, quand on fait des jeux, c'est qu'on a un côté où on aime bien faire des choses soi-même, parce que sinon on peut aussi jouer à des jeux que d'autres ont fait. Donc, évidemment, je pense qu'il existe un peu un tropisme chez les développeurs de jeux indépendants de vouloir tout faire soi-même. C'est un peu, sinon probablement on se lance pas dans ce business. Et après, à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, l'avenir le dira. Mais c'était une aventure qu'on voulait tenter, quoi. Okay. Vous avez déjà un certain public cible, ou est-ce que vous voulez... Là, on parle quand même aussi un peu de com, du coup, de ciblage de personnes, mais vous avez déjà une idée en tête, ou est-ce que vous allez vraiment aller un peu au feeling et puis se dire, qui vivra verra ? Comme Sam le mentionnait avant, c'est vrai que c'est un jeu de Tower Defense, donc c'est vrai qu'il y a déjà un public pour ce genre de choses, des gens qui aiment les jeux. C'est aussi un jeu de coop, ça je pense qu'il faut le souligner, c'est un jeu qui se joue avant tout à plusieurs avec des potes, donc ça aussi ça s'adresse à un certain type de public. Après, on va pas forcément s'assommer avec des descriptions de parts de marché, mais c'est un petit peu ça. Non, mais c'est un petit peu ça, effectivement. L'idée, c'est un jeu qui s'adresse à des gens qui aiment les Tower Defense, et les jeux de coop, c'est pas forcément les mêmes personnes, mais je pense que ça peut intéresser les deux, parce que c'est un peu un truc un peu hybride quand même. C'est quelque chose. Moi, je connais pas énormément de jeux qui ressemblent à ça. Non, c'est vrai. Donc voilà. Après, par rapport au public cible, on a quand même un peu fait un scale sur qui on cherche à viser, parce que typiquement si on cherche à viser l'Asie, c'est pas du tout la même philosophie, c'est pas du tout le même langage, donc il y a quand même des contraintes à ce niveau-là, donc on vise quand même un public un peu européen, américain, un peu dans ces eaux-là, anglophone et francophone. Après, pour les Allemands, on verra les autres aussi, malheureusement. Non, mais le but, c'est de prendre un maximum de personnes possible. Après, Rebelle-toi, yo-yo. En même temps, l'Asie, c'est un peu compliqué, donc on vise quand même
on restreint un peu notre public cible à ces zones-là. Ouais, ça m'a pas tort. C'est vrai qu'il y a des codes, mine de rien, dans le jeu vidéo, et puis des choses qui sont typiques, comme dans le cinéma et dans la musique, dans la littérature. C'est vrai que, par exemple, la K-pop, ça convient pas à toutes les oreilles ici. Et de la même façon, c'est vrai que c'est difficile de faire quelque chose qui plaise à tout le monde. Donc, on a un parti pris, on a décidé d'aller dans la voie qui nous semblait bien. Et probablement qu'effectivement, ça va pas forcément convenir à tout le monde. Après, il faut faire ce que vous voulez faire. Quoi. Vous proposez votre projet, et puis ceux qui aimeront, quoi. Puis oui, exactement. C'est ça, c'est l'art, c'est une proposition. Hein. C'est ça. Le jeu, c'est pareil. Plus important, ceux qui n'aimeront pas. Et ça, c'est le plus important. J'ai un mais à mettre. Ce que je trouve personnellement très dommage, c'est que ceux qui sont FPS restent FPS. Ceux qui sont RPG restent RPG. Ceux qui sont tel et tel et tel. Pourquoi ne pas donner envie à quelqu'un qui aime les RPG, justement, d'essayer un Tower Defense? Comme moi, qui suis une grosse fan de Survival Horror, pourquoi pas essayer d'attirer au fait ce genre de personnes aussi, pour essayer et puis de donner goût au fait à un autre genre de jeu. C'est vrai qu'on est tous un peu vraiment en mode toujours pour un jeu, et généralement il y en a un qui nous a tellement marqué ou touché, ou n'importe le gameplay, ou n'importe qui a vraiment été super, et puis du coup on reste vraiment axé que sur ce genre de jeu. Moi je trouve ça dommage. Oui, je suis d'accord, c'est vrai que c'est dommage. Après, je pense que c'est même un problème qui est un peu plus large. On voit ça avec d'autres phénomènes dans la société, où il y a des phénomènes de bulles sur Internet pour toutes sortes de choses, pas seulement pour les jeux vidéo. Et en un sens, la prolifération du nombre de titres qui sort chaque année permet cette espèce d'oreiller de paresse aux joueurs, en tout cas. Après, est-ce que c'est vraiment les développeurs qui peuvent attirer les joueurs sur un nouveau terrain? C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai, la question elle est légitime, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est difficile. Mais bon, après, il y a toujours des gens qui sont extrêmement orientés dans un truc, c'est leur jeu, c'est les FPS, c'est toute ma vie, je jouerai à rien d'autre. Ok, ceux-là, pour moi, c'est des irrécupérables, dans le sens où ils vont être de toute manière sur leur jeu. Ils accepteront peut-être de jouer à d'autres choses de temps en temps parce que on les force, ou j'en sais rien. Mais ils vont rester dans leur FPS. Mais évidemment, ça, c'est un truc, je sais pas si je vais vous faire toute la théorie, mais en gros, il y a un truc, c'est la typologie de Bartal, ça s'appelle. C'est pour définir quelle catégorie de joueur on est. Et justement, nous, on a étudié un petit peu ça avant de lancer le projet pour essayer de définir quel genre de joueur on voudrait avoir. Et aussi, essayer d'exclure une des catégories dans le sens où on peut pas toucher tout le monde, sauf si on est une AAA, là, il y a peut-être des chances, mais encore, ça donnerait pas forcément un jeu très bien, enfin, quoique. Il y en a qui arrivent, mais bon, voilà. Et du coup, on a exclu un type de joueur et on essaie d'inclure les autres. Donc on a vraiment un type de joueur cible, donc le joueur social qui va vouloir jouer avec ses potes, etc. Mais on va aussi essayer de faire 2-3 petites choses pour les gens qui sont plus collectionneurs et d'autres qui seraient plus aventuriers. Le seul type de joueur qu'on va un petit peu exclure, c'est les killers, c'est ceux qui jouent justement à Battlefield, Call of Duty, Rainbow c'est pas du Six tout le même genre de jeu. Enfin, un Tower Defense, pour qu'il plaise à un gars qui est pro-code, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà. Ok. Mais écoutez, moi juste merci beaucoup pour la présentation. Ce que je voulais aussi aborder comme sujet avec vous, c'était le développement de jeux vidéo en Suisse. Je sais que du coup vous avez un pied complètement dedans, mais je voulais un peu avoir votre avis. Comment ça se passe de votre point de vue le développement de jeux vidéo en Suisse? Pourquoi on n'entend pas plus parler que ça? Ou alors peut-être qu'on s'informe pas assez Ouais, si on tend l'oreille, on entend parler, parce qu'il y a mine de rien une assez grande vitalité en fait dans les jeux vidéo en Suisse, y compris en Suisse romande. On parlait avant de l'E3. Il y a eu, à ma connaissance, en tout cas un jeu suisse qui a été présenté à l'E3 cette année. C'est un jeu qui est fait par Stray Found, qui est un studio qui est pas en Suisse romande mais qui est à Zurich. C'est The Wandering Village, qui a récemment terminé son Kickstarter avec beaucoup de succès et puis qui s'apprête du coup à sortir, je ne me rappelle plus la date de sortie qui est prévue. C'est un jeu de construction, un genre de city builder assez original. J'invite les gens à aller jeter un petit coup d'œil. C'est The Wandering Village. On trouve ça facilement sur tous les réseaux sociaux. Sinon, en Suisse romande, même plus près d'ici, il y a des tas de choses qui se passent sans arrêt, y compris hors E3. Non, mine de rien, il y a une certaine vitalité, et puis y compris des jeux, on peut peut-être se représenter la scène culturelle suisse comme étant un petit peu un truc de niche, quelque chose où il n'y a pas forcément des gros titres, mais récemment encore, il y a eu un jeu comme Unrailed qui a eu énormément de succès en fait, donc je ne sais pas si vous y avez joué, mais c'est un jeu de construction coopératif où il s'agit de construire des lignes de train pour un train qui est en train d'avancer. Donc, qui va de plus en plus vite, donc il faut construire des rails de plus en plus vite. Et
Et il a eu énormément de succès sur toutes sortes de plateformes, sur PC, il était aussi sur différentes consoles. Switch aussi, je crois. Ouais. Et il est très sympa, hein, d'ailleurs. Je recommande chaudement à quiconque veut y jouer. Et de nouveau, hein, c'est pas du tout un truc de niche. Il a eu un franc succès commercial et critique. Donc voilà. Et puis actuellement en développement, il y a plein de titres. Nous, on est en contact assez régulier avec différents studios dans la région, des gens qui développent des jeux qui, pour certains, nous ressemblent un peu. Okay. Je pense par exemple à un studio à Genève qui s'appelle Lakeview, qui développe actuellement aussi un jeu de coop assez rigolo, assez trippé, qui s'appelle Pool Party, où avec un espèce de jeu de mots sur pool, où c'est à la fois un espèce de jeu de billard qui se passe dans la piscine. Non, c'est pas la piscine, c'est à la plage, mais il y a où on joue des balles de billard qui doivent se pousser du coup dans des trous au bord de la mer. Enfin, c'est assez nerveux, assez rigolo. Et puis il y a aussi dans la région, il y en a plein. Il y a encore, par exemple, toujours à Genève, il y a aussi The Waco Project qui sont sur le point de lancer leur Kickstarter aussi. Ça, c'est un jeu d'aventure qui a complètement rien à voir, un jeu solo. Pour l'instant, moi, j'ai pas exactement en tête le gameplay, mais ça m'évoque un petit peu un Zelda ou quelque chose comme ça. Donc voilà, enfin vraiment beaucoup de choses qui se passent en Suisse romande. Il suffit de tendre l'oreille et en fait, grande vitalité. Ça me parle pas mal, moi, cette histoire de tendre l'oreille. Je pose la question à des artistes, à des musiciens, on parle d'art, le jeu vidéo, pour moi, c'est clairement de l'art. Est-ce que dans votre domaine, on souffre aussi peut-être un petit peu de suissitude ? Est-ce que un studio lausannois, genevois, zurichois, a un peu moins de mine que si c'est marqué, je sais pas moi, Los Angeles, ou New York, ou Taïwan, ou Hong Kong ? Est-ce que dans le jeu vidéo, on souffre aussi un petit peu de cette suissitude, j'ai envie de dire ? Ouais, peut-être. Bon, alors, je pense qu'on n'est pas les précurseurs des jeux vidéo déjà en Suisse, donc ça c'est il y a quand même des jeux AAA avec des ventes énormes qui se passent en Suisse. Je pense par exemple à Farming Simulator. Ouais, par exemple, c'est le jeu suisse. Et puis ça se vend à des millions de copies, quoi. Donc non, mine de rien. Après, c'est vrai que la Suisse a peut-être cette image-là, mais en réalité, je trouve qu'il y a une grande vitalité. C'est vrai que ça fait pas forcément super longtemps, hein, quand on pense à certains studios bien établis. On parlait des 35 ans de Zelda. J'avoue que la scène du jeu vidéo suisse, il y a 35 ans, je suis pas sûr que c'était vraiment folichon. Mais peut-être que je me trompe, hein. Je n'étais pas né, donc je ne peux pas dire. Mais ceci dit, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, et de plus en plus. Donc... est-ce qu'on souffre de suissitude ? Peut-être, mais en même temps, la Suisse a toujours été aussi un pays assez porté vers la technologie. Donc, moi, ça me semble pas complètement hors de propos de penser qu'il puisse y avoir un bel avenir pour le jeu vidéo en Suisse. C'est rassurant de savoir ça. On verra. On verra bien. Ouais. C'est vrai que si vous êtes déjà vous-même motivé et qu'il y a d'autres studios, apparemment, comme tu dis, qui sont motivés en Suisse, ça devient intéressant. Ça prouve qu'il y a effectivement... une niche, il y a quelque chose qui se passe en Suisse et qui a l'air assez important. Mais une envie en tout cas, ouais, ça c'est sûr, il y a une envie de faire quelque chose, de produire des choses en Suisse, quoi. Enfin, comme ailleurs, je pense qu'il y a plein de pays où ils ont envie de produire des choses. Il y a des pays, évidemment, ils n'ont peut-être pas les moyens techniques de le faire, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais je pense qu'il y a une réelle envie de produire des choses qualitatives. On n'est pas obligé d'être aux States ou je sais pas où pour produire un jeu de qualité. Enfin, c'est mon avis. Mais... Ouais. Il y a aussi des fois où on ne suspecte pas, mais il y a des studios qui sont dans des pays. Enfin, je pense par exemple à l'histoire de CD Projekt. Je pense pas qu'on se représentait forcément la Pologne comme une grande nation du jeu vidéo. Non, c'est vrai. Et puis en fait, c'est des titres qui ont marqué l'histoire. Alors, jusqu'à 2020, c'était plutôt bien. Dans un sens. Et maintenant, c'est peut-être plus partagé. Mais... voilà, enfin, moi je pense que maintenant les lignes bougent et puis que il pourrait y avoir des géants qui émergent là où on le pense pas, puis peut-être aussi un fourmillement aussi de petits studios avec beaucoup de créativité. On parle beaucoup de Suisse, et puis il y a quelque chose qu'on fait très très bien en Suisse, c'est bien sûr les petites choses qu'on a au poignet, donc synchronisation des pendulettes. Bienvenue sur Redline Radio. La
la radio qui prend soin de vos oreilles. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes dans Citadel, 21h, tout pile, tout poil. T'écoutes Redline Radio. Citadel, l'émission gaming et technologie de Redline Radio. Ah bah écoutez, en tout cas, vous êtes de nouveau toujours sur Citadel. Et ma petite question un peu pour essayer de clôturer cette discussion avec nos invités aujourd'hui. Je voulais savoir, est-ce que vous auriez par hasard un petit conseil à donner à des gens qui voudraient se lancer dans le développement de jeux vidéo à l'avenir Ne le faites pas, c'est ça. D'être riche. Ouais, non, c'est difficile financièrement de se lancer dans un studio de jeux vidéo ou même indépendant, le faire à 100%, c'est assez compliqué en Suisse, j'ai l'impression. Mais un conseil, être déterminé, pas lâcher, se confronter aux difficultés et puis juste pas abandonner, quoi, donner du mieux qu'on peut. Et est-ce que vous auriez un endroit à conseiller où se tourner ou où chercher exactement? Des conseils, des informations, ou de rencontrer d'autres gens qui sont intéressés. Énormément de ressources sur YouTube ou sur Internet en général. Beaucoup de chaînes qui sont très bien. Ça dépend si on cherche des choses anglophones ou francophones. Après, moi j'aurais peut-être un ou deux conseils supplémentaires. Je dirais au plan créatif, vraiment de la création d'un jeu vidéo, un des trucs que je pense le plus important, c'est de faire tester son jeu le plus vite possible. Ça, c'est, je dirais... l'épreuve du feu le plus vite possible, même si c'est pas fini, même si c'est encore un peu cradingue, dégueu, beau de bug, essayer de faire tester par des gens, ça c'est vachement important. Et l'autre truc aussi, c'est plus sur la gestion de projet, je dirais de pas forcément, on parlait avant de vouloir tout faire soi-même, c'est pas forcément une mauvaise chose de vouloir tout faire soi-même, mais par contre je dirais de pas hésiter à demander de l'aide, c'est ce qui n'empêche pas de faire soi-même, mais de pas hésiter à demander des conseils, des ressources, des choses, pas forcément rester dans son coin. Dans les geeks, soyez sociables. C'est ça, le faire à la rigueur soi-même, mais entouré de gens. Ouais. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Damadama Games, Fred, Sam, merci d'être venus. C'était un plaisir de vous accueillir ce soir. Merci à vous pour votre merci accueil. à vous. Et j'espère qu'on se reverra bientôt et qu'on aura des nouvelles de ce projet au plus vite. Oui, avec plaisir. Moi, j'espère qu'on va vous revoir bientôt, puis qu'on pourra peut-être même tous se retrouver à un endroit avec divers invités qu'on a déjà eus. Ce serait intéressant. Tiens, ça me rappelle étrangement quelque chose, ça pourrait être tout à fait délicieux. Juste une petite question, parce que moi je suis dans une émission de geek, la musique, ok, je sais ce que c'est un mais quand tu dis triple A, c'est quand tu reçois le César du jeu vidéo, c'est ça? Ou l'Oscar du jeu vidéo, c'est ça ou bien? Non, c'est best-seller, c'est ça ou bien? Une entreprise AAA, c'est une entreprise vraiment qui a des fonds limitless presque, qui peuvent produire par exemple Ubisoft ou ce genre de choses, Nintendo, c'est vraiment ça, c'est des AAA qui ont aucune limite de fonds pour produire des jeux, quoi. Alors la deuxième question, c'est l'équivalent d'un blockbuster au cinéma. En fait. Ok, très bien. Ah ouais, on retrouve le côté peut-être américain. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit effectivement en Suisse, on est un pays de technologie. Et puis il faut que j'en place une petite sur bien sûr la Suisse. Non mais il faut savoir qu'au niveau musical aussi, il y a une très très grande marque suisse qui s'appelle Studer. Et puis il faut savoir qu'il y a des Studer dans toutes les TV du monde quasiment, parce que c'est vraiment le meilleur matos hi-fi du monde. Voilà. Je crois qu'on arrive gentiment au terme de cette émission. Yo-Yo, t'avais un petit truc à nous raconter ou pas? Mais toujours à la base, mais si je commence à parler, on n'éteint plus. Et ça, tu es une fille, donc... Ah non, alors là, ça n'a rien à voir. Donc voilà, de ce côté-là, je ne suis pas d'accord. Donc toutes les filles qui nous écoutent là, coup de gueule, s'il vous plaît, dans les commentaires, merci, ce serait super. D'ailleurs, pour dernière question que j'ai moi, c'est est-ce que vous verrez aussi l'avenir plus ouvert aussi du côté féminin? Parce que moi, en tant que fille, à chaque fois, je me prends des réflexions aussi de tu joues à ça? T'es sûr que t'es une nana? Que des trucs un peu comme ça. C'est encore quand même assez macho, un peu masculin comme ça. Puis si une nana, elle est bonne dans un jeu, c'est assez flippant, en fait, on dirait. Si elle est bonne dans un jeu, ça veut dire qu'on voit ses seins? Merci, Alex. J'étais obligé de la mettre. Non, mais la manière dont elle a dit si une nana est bonne dans un jeu. Pour faire une petite parenthèse, depuis la nuit des temps, c'est toujours
le personnage féminin qui est sursexualisé, justement pour attirer de plus en plus, je pense, les hommes, j'imagine. Je dirais pas le terme, mais derrière le PC, voilà. Et puis on essaie justement de... Call of Duty. Non, c'est pas ça, avec le plus, truc, les grosses lunettes mais un et peu tout. plus les habiller au fur et à mesure aussi. Donc je me demandais si est-ce que les filles, s'il y en a qui nous écoutent et qui seraient intéressées aussi, est-ce qu'elles pourraient peut-être, je sais pas, vous écrire sans avoir d'appréhension du gros lourd qui va dire « ouais, trop bien », pour essayer d'avoir des informations ou bien peut-être même vous... De toute façon, j'aurais envie de dire que c'est un milieu quand même un peu marginal, c'est pas forcément le mot, mais c'est quand même un milieu pas super bien établi. Donc à mon avis, les gens qui sont dans ce domaine-là, en tout cas en Suisse, sont des gens qui n'ont pas forcément peur de sortir un peu des sentiers battus. Ce qui veut dire que même s'il y a peut-être un tropisme masculin, c'est de toute façon une fille qui veut se lancer là-dedans, elle sort des sentiers battus au même titre qu'un mec qui veut se lancer là-dedans sort des sentiers battus. Pas forcément de... Non. Alors du coup, faut pas hésiter. Je vois vraiment pas en quoi ça serait une barrière. Hein. C'est clair. D'ailleurs, moi je connais des artistes femmes qui bossent dans le domaine du jeu vidéo. Je bosse avec tous les jours. C'est littéralement. Donc, vraiment pas hésiter. Il n'y a pas de porte close. Je pense que, voilà, homme, femme, il n'y a pas de différenciation. La motivation, c'est ce qui différencie les gens, surtout, à mon avis. Extraordinaire, je pense que c'est la phrase qui est née pour faire la conclusion de cette émission. Pour tous les malchanceux qui n'auraient pas pu assister à cette émission en direct, nous aussi, la technologie, elle nous sert beaucoup. Vous pouvez retrouver l'ensemble de cette émission sur notre page Facebook, notre page Twitch, on dit page Twitch, chaîne Twitch. Notre chaîne YouTube, par contre, cette fois, et bien entendu Vimeo, ainsi que notre site internet www.redlineradio.fr.